Bonjour, c'est Eric de Type7 et je vais vous proposer dans cette vidéo de voir un petit peu comment nous analysons un match de tennis avant de faire un pronostic dessus. Alors, il y a plusieurs choses à analyser, plusieurs paramètres à voir avant de poser un pronostic. Le premier, c'est assez facile à comprendre, la valeur des joueurs, qui est souvent le reflet, ou qui se reflète plus exactement, au classement ATP. Mais il faut être très prudent avec ce seul critère, car comme nous allons le voir, il y a beaucoup d'autres paramètres qui interviennent et qui peuvent modifier l'appréciation que nous aurons des forces en présence. Le état de forme d'abord. Ben oui, un joueur même, je dis un joueur, je devrais dire un joueur ou une joueuse, mais je ne vais pas le répéter chaque fois. Il est évident que tout ce que je dis ici est valable aussi bien pour les joueurs que pour les joueuses. Alors, l'état de forme, donc, il est évident qu'un joueur mieux classé à l'ATP que son adversaire, à l'ATP ou à la WTA, encore une fois, eh bien, peut très bien, à une période donnée de la saison, avoir un coup de mou, une baisse de forme, et se retrouver à ce moment de la saison moins fort que son adversaire, pourtant mieux classé. La valeur sur la surface. Là, c'est très important. Il est évident qu'il y a des joueurs, tout le monde le sait, qui sont plus à l'aise, disons, sur telle ou telle surface. Rafael Nadal, personne n'en doute, est plus à l'aise sur la terre battue, alors qu'un Federer ou un Djokovic sont plus à l'aise sur le gazon. Donc il faut faire très attention. Nadal et Djokovic ou Federer, tout le monde les connaît, mais sur les joueurs moins connus, il est évident que c'est moins évident à savoir, et c'est pour cela que nous avons un classement pour les 100 premiers joueurs et les 100 premières joueuses. Nous avons un classement, je devrais dire 3 classements, un sur terre battue, un sur gazon et un sur dur, où nous comptabilisons les points que les joueurs engrangent sur la surface en question. Et là, ça change pas mal de choses. Alors, leur capacité à changer de surface. Il est clair qu'un joueur qui est peut-être... Je vais parler du gazon parce que au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes en période de Wimbledon. Un joueur peut être très bon sur le gazon, mais avoir besoin d'une période d'adaptation et ne pas être très performant sur les premiers tours des tournois préparatifs, des tournois moins importants que Wimbledon. On y va pour se préparer et certains joueurs s'adaptent tout de suite à la nouvelle surface, d'autres nécessitent un temps d'adaptation plus important. Et ça, c'est très important aussi à noter dans les paramètres. C'est ce que nous faisons régulièrement en analysant les résultats des joueurs des années précédentes au moment où ils changent de surface. Leur historique. Alors, là, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être les face-à-face. Un joueur peut être la bête noire d'un autre joueur et le battre régulièrement sur une surface donnée. Il y a certainement des raisons à cela, la technique, le style de jeu, etc. Mais peu importe, quand un joueur bat régulièrement un adversaire alors que normalement ils sont d'une force plus ou moins égale, eh bien il faut tenir compte de ce paramètre et donner évidemment un avantage au joueur ou à la joueuse qui gagne régulièrement ce type de confrontation. Ça peut aussi être l'historique personnel. Un historique personnel, c'est quoi? Eh bien, c'est voir sur une année le cycle de forme d'un joueur. Il y a des joueurs, pas tous, mais il y a pas mal de joueurs qui ont une baisse de forme régulièrement à une période donnée de l'année. Là, on en tient compte aussi. Alors, ça peut aussi être l'historique récent, là, ça rejoint un petit peu l'état de forme. Quand un joueur s'est blessé au tournoi précédent et a dû abandonner, il fait quand même le tournoi suivant. Bon, peut-être est-il complètement rétabli, mais il y a un doute, il y a quand même pas mal de joueurs qui commencent à jouer blessés parce qu'il y a quelques milliers de dollars à prendre, même pour un premier tour. Ceci ne vaut évidemment pas
pour des Nadal, des Federer ou des Djokovic qui ne vont pas mettre un grand chelem en péril pour un plus petit tournoi, mais pour les joueurs qui ont besoin de gagner leur vie, même lors d'un premier tour d'un tournoi moins important, eh bien si c'est un paramètre qui joue, il faut en tenir compte et faire attention qu'un joueur qui relève de blessures ne s'aligne diminué. Et enfin, l'âge. L'âge, ce n'est pas qu'on donne un avantage spécifiquement à un plus jeune ou à un plus âgé, mais c'est que nous faisons très attention, c'est quand un joueur relativement jeune est en train d'éclater. Ça, nous les suivons aussi sur les challengers, pas seulement sur le tournoi ATP, mais un joueur de 17 ans qui arrive aux portes du top 100 et qui vient de gravir plusieurs dizaines de places dans les semaines ou les mois qui ont précédé, eh bien, on va éviter de le jouer, s'il est par exemple numéro 110 à l'ATP et qu'il va jouer contre le numéro 60, eh bien, là, il y a danger que le poste la position de classement, voilà, j'y arriverai, de numéro 110 ne corresponde pas à sa valeur réelle et qu'il est en fait plus fort que cela, mais simplement il lui faut un peu de temps pour engranger les points. Donc ça c'est un autre paramètre que nous prenons en considération d'une manière très importante. Voilà un petit peu la manière dont nous analysons un match. Et dans la seconde partie de cette vidéo, je vais maintenant vous montrer nos outils, qui sont en fait des tableurs Excel fort utiles pour mettre concrètement en pratique ce que je viens de vous expliquer. A tout de suite pour la seconde partie. Eh bien, nous revoilà donc avec un des tableurs Excel qui nous permet de travailler au mieux. Donc ici, cette première partie, ce n'est pas pour l'analyse du match, c'est pour notre analyse à nous, parce que nous nous remettons en question régulièrement. Alors, je vous explique un petit peu le tableau qui sert donc à vraiment bien cibler nos statistiques. La première colonne, c'est la surface, avec un G pour gazon, un T pour terre et un D pour dur. La deuxième colonne, catégorie SM, non, ce n'est pas sadomasochiste, c'est simple messieurs. SD, c'est simple dame. DD, double dame. DM, double messieurs. Et mix, c'est le double mix. Les deux colonnes suivantes, ça c'est pour le ou les joueurs ou joueuses. Bon, ils n'ont pas évidemment d'impact sur le résultat mathématique, donc comme ceci est un exemple tout à fait fictif, j'ai mis X et Y, ça n'a aucune importance. La troisième colonne, c'est pour la cote, c'est écrit. La colonne suivante, c'est le résultat gagné ou perdu. Et la dernière colonne, c'est pour le rapport financier, c'est-à-dire que le premier match est gagné avec une cote de 1,40. Nous avons pris comme postulat des cotes fictives de 100 €, ça fait bien ressortir les pourcentages, donc dans ce cas-là, c'était 40 € de gagné. Bien, donc alors, une fois que nous avons ce match-là, que se passe-t-il au niveau des statistiques? Eh bien, nous avons dans le premier petit tableau le nombre en vert, donc le nombre de matchs gagnés, en rouge le nombre de matchs perdus, le nombre total de matchs, le pourcentage de réussite, et surtout, le 10,63, c'est le return, c'est-à-dire le bénéfice moyen par match. Ici, il y a 8 matchs, nous avons donc misé au total, donc c'est fictif, ceci c'est théorique, 8 fois 100 €, soit 800 €. Nous avons un bénéfice de 85 €, donc ça donne 10%, 63 de return. Mais l'analyse, évidemment, c'est par catégorie. Nous voyons ici que pour les simples messieurs, il y a 3 matchs, pour les doubles messieurs, il y en a 2, etc. Simple dame 1, double dame 1, mix 1. Bon. Et nous voyons par catégorie les résultats. Donc nous sommes en perte sur les simples et doubles messieurs, et nous sommes en gain sur les 3 autres catégories. Encore une fois, ceci est tout à fait fictif. Je vais un petit peu modifier le premier tableau avec les matchs pour vous faire voir que tout bouge automatiquement. Idem pour le gazon, la terre et le dur. Nous avons autant de matchs dans chacune des catégories et avec un résultat
qui forcément doit être de 85, sinon il y aurait un souci quelque part. Ce qui est intéressant par contre aussi, c'est les statistiques par cote. Vous voyez qu'ici j'ai introduit nos résultats pour les cotes inférieures à 2. Ben, là, toutes les cotes reprises dans le tableau principal sont inférieures à 2, donc nous aurons la même chose, 8 matchs et 85 € de bénéfices. Cote supérieure à 1,20, idem, toutes les cotes sont supérieures à 20, donc 85 € de bénéfices sur 8 matchs et toujours le même rapport de 10,63. Par contre, dans la dernière catégorie, entre une telle cote et une telle cote, donc ici j'ai pris entre 1,40 et 1,80, nous n'avons plus que 5 matchs et un bénéfice de 120 €. Donc là, le return moyen est de 24%. Donc, je vais un petit peu modifier tout cela pour que vous puissiez voir comment ça bouge. Si je prends les cotes inférieures à, allez, disons, à 65, voilà. Et nous voyons que nous avons éliminé un match, c'est celui dont la cote était à 1,70, le troisième, et nous avons le nouveau résultat. Les cotes entre 1,40, ben nous allons baisser à 1,30. Entre 1,30 et 1,80, là nous avons 7 matchs et le nouveau bénéfice qui s'affiche, ainsi que le nouveau return. Donc je pourrais tout changer ici, je vais peut-être voilà, changer ici un simple messieur, ici en simple dame. Et vous voyez, oui, c'est pas très important de majuscules ou de minuscules, mais voilà, gardons-les. Et nous allons voir ici que tout va changer dans le simple dame et le simple messieurs. Un match est passé d'une catégorie vers l'autre et ainsi de suite. Ceci est important parce que ça nous permet de nous analyser nous-mêmes. Et il faut savoir que quand nous donnons un pronostic, quand nous jouons le pronostic nous-mêmes, bien nous analysons évidemment ce que nous estimons être la probabilité d'un résultat en fonction de la cote qui est donnée par le bookmaker. Et lorsque nous estimons que la cote est valable par rapport à la probabilité, eh bien cela donne un prono. Maintenant, nous prenons une marge de sécurité, et cette marge de sécurité est plus importante lorsque nous sommes un peu moins forts, un peu moins performants dans une catégorie. Ici, c'était un exemple tout à fait théorique, donc ne tenez pas compte des chiffres, mais dans la réalité, nous sommes un peu moins performants dans le simple dame. C'est pas le cas du tout ici, hein, mais encore une fois, c'était vraiment pour l'exercice. Donc dans le simple dame, il faut que l'écart entre ce que nous estimons être la probabilité et la cote que nous parvenons à trouver soit un peu plus important que pour les simples messieurs, par exemple. Alors, je vous disais tout à l'heure que nous avons des classements par surface. Ici, j'ai le classement justement, il n'y a rien du tout et c'est exprès. Nous avons donc les tournois sur herbe avec les 100 premiers joueurs du monde classés par ordre alphabétique. Voilà. Alors, je n'ai rien mis ici, c'est exprès, parce que nous avons des petits... Il y a même un total à l'arrivée, voilà. Nous avons des petits secrets. Nous doutons que un jour ou l'autre cette vidéo tombera à la concurrence et nous ne voulons pas tout révéler, mais il faut savoir que nous allons un petit peu au-delà de ce que font l'ATP et la WTA. Lorsqu'il y a un résultat X, le joueur a un nombre de points Y en fonction du fait qu'il a été battu au premier, au deuxième, au troisième tour d'un tournoi ATP 250, 500, 1000, un grand chelem. Mais nous trouvons que ce n'est pas tout à fait correct de donner le même nombre de points qu'on a été battu sèchement par un joueur nettement moins bien classé que soi, ou je vais prendre un cas assez récent de David Goffin à Madrid, qui a été éliminé par Rafael Nadal après, donc au tie-break du troisième set, après avoir lui-même eu 4 balles de match.
il est évident que là, nous avons augmenté son nombre de points de manière assez considérable, alors qu'à l'inverse, s'il avait été battu 6-1, 6-2 par le 80e ou le 100e mondial, là, nous aurions inversé les paramètres et les coefficients, et il se serait retrouvé avec un nombre de points inférieur à celui que lui a attribué réellement l'ATP. Mais là, c'est pour ça que j'ai montré un tableau complètement vierge, parce que nous ne désirons pas non plus donner tous nos petits secrets à la concurrence. Voilà. Alors, le dernier tableau que je peux vous montrer, c'est le tableau de nos résultats. Je ne sais pas pourquoi il était tout en bas. Voilà, donc ce sont nos résultats depuis que nous sommes tipsters, depuis que nous envoyons nos pronostics et depuis que nous sommes sur le web. Donc, nous sommes à 32 unités, puisque ce sont toujours des mises fictives de 100, sur tous ces matchs, ce qui nous donne un return d'environ 15%. Voilà, vous pouvez les voir, vous pourrez regarder cela à votre aise en repassant la vidéo en ralenti ou plus lentement. Donc ça, ce sont tous les résultats depuis je reprends aussi, j'ai oublié la date exacte, je crois que c'est le 21 mai. Enfin, ce n'est pas très important si c'est le 21 ou le 22, oui, le 21 mai. Donc attention que les dates qui sont dans la première colonne ne sont pas les dates des matchs, mais les dates d'envoi des paris. On fait ça parce que, on envoie les pronos un jour pour les matchs du lendemain, mais il n'est pas rare qu'un match soit décalé au surlendemain, et parfois encore plus rare, mais encore plus tard, à cause de la pluie ou de n'importe quelle circonstance imprévue. Donc partant de là, c'est plus clair de garder la date d'envoi des paris. C'est celle qui se trouve donc dans la première colonne. Et donc je vous disais que nous avons un return d'environ 15% sur près de 200 matchs ici, et c'est le return que nous avons depuis en fait 3 ans. Nous sommes pronostiqueurs depuis 5 ans, mais les 2 premières années ont été, pas dire chaotiques, mais on se perfectionnait petit à petit, et c'est depuis 3 ans que nous sommes relativement stables autour des 14, 15, 16% de return moyen sur une saison, et cela se confirme tout à fait avec les 200 premiers pronostics que nous avons envoyés à nos abonnés. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. C'est un petit peu longue, mais je crois qu'elle était relativement instructive. Je vais vous remettre, ce sera la dernière chose, le premier tableau, parce que c'est là que j'ai indiqué notre adresse mail et l'adresse de notre page web, où vous pouvez avoir d'autres renseignements ou nous contacter si vous le désirez. Voilà, merci et à bientôt pour d'autres vidéos.